Le camp de base. Le camp de base. Rencontre au sommet. Bonjour et bienvenue dans ce deuxième épisode du camp de base, le podcast des rencontres au sommet. Le 11 février, camp de base. C'est la Journée internationale des femmes et des filles en sciences, désignée par l'Organisation des Nations Unies. Alors, pourquoi une telle journée ? Les faits sont les suivants. Selon l'ONU, 33% des chercheurs sont des femmes, alors qu'elles sont 45 à 55% suivant les filières à valider un niveau d'études en licence. Dans ce nouvel épisode du camp de base, j'ai voulu donner la parole à 3 femmes qui ont fait de la montagne leur terrain de recherche. Perrine Camus, doctorante en histoire moderne sur les représentations cartographiques et paysagères dans les territoires au temps de Jean de Bins. Est-ce que c'est bien comme ça qu'on dit ? C'est comme ça qu'on dit. Salut Perrine et merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Dans les studios aussi aujourd'hui, Edith Chesel. Bonjour Amélie. Tu es post-doctorante sur le projet Récit Biodal qui vise à étudier les effets de la présence du loup en Beldon. Et enfin, avec nous, Coralie Mounet. Bonjour Coralie. Bonjour Amélie. Et merci beaucoup d'être avec nous. Tu es chercheuse au laboratoire en sciences sociales Pacte à Grenoble. Dans l'équipe de recherche environnement, tu es affiliée au CNRS et tu travailles sur le lien entre société et nature. Est-ce que c'est bien résumé ? Oui. Alors, le camp de base, c'est avant tout un podcast tourné sur la montagne, avec une question fil rouge à laquelle je vous propose de répondre. Peut-être que tu peux commencer, Perrine. Quel est ton camp de base ? Il est dans quel massif ? Et qu'est-ce qu'on y trouve ? Alors, mon camp de base, il est coincé entre la Vanoise et le massif de la Lausière. Et en fait, c'est pas vraiment qu'une montagne, c'est toute la vallée des Bellevilles, en fait. Donc, plus connue pour ses grandes stations, Val Thorens, les Mines-Mires. Et moi, c'est pas le haut de la vallée qui m'intéresse, c'est plutôt le bas de cette vallée-là, autour de Saint-Jean-de-Belleville. C'est là d'où vient ma famille et c'est là que j'ai passé les premières années de ma vie. Et donc, assez banalement, il y a une charge affective assez importante pour moi là-bas. Edith, est-ce que tu peux nous raconter, toi, quel est ton camp de base ? Oui, mais j'hésite à le nommer parce que je voudrais pas que ça fasse trop d'émules. Mon camp de base, il est entre la Matésine, le Beaumont et le Pays de Corps. Comme ça, je reste un peu vague. C'est un endroit de montagne où il y a encore quelques endroits sauvages, même si on peut aussi faire un peu de ski, même s'il y a aussi des lacs. C'est un endroit qui est encore très agricole. C'est un endroit que j'aime beaucoup. Très bien. Et toi, Coralie, ton camp de base ? Bon, les auditeurs peuvent pas le voir, mais tu as un masque Champs-Rousse quand même aujourd'hui. Est-ce que tu vas nous parler de la station de Champs-Rousse ? Je suis démasquée. Alors, mon camp de base, effectivement, c'est le sud de Beldon, autour de Champs-Rousse et en dessous. À la fois pour les activités que j'y mène, enfin le ski notamment, et puis en bas, plus bas, j'habite plus bas. Je dirais pas où non plus. Mais du coup, c'est très associé à la forêt. Et des forêts où il y a peu de fréquentation et où, dans mon camp de base, il y a des animaux, notamment des cervidés, des jumelles et puis des traces que j'aime bien suivre. Et justement, on peut peut-être commencer par là, puisque tu l'évoques. Tu as travaillé sur le vivre avec les animaux à problème, avec un cas entre les sangliers et les loups. Est-ce que tu peux peut-être commencer par nous parler un peu de Beldon, parce que c'est un de tes centres d'études, et nous parler de cette thématique, vivre avec les animaux à problème. Alors, j'ai commencé à travailler effectivement sur la question du sanglier et enfin la question des animaux à problème, entre guillemets, et en prenant un exemple sur les sangliers et les loups. C'était pas simplement en Beldon, c'était aussi dans le Vercors. Ça m'a amené dans des endroits où il y a moins de lacs.
c'est cette question en fait, de vivre avec ces animaux. Je l'ai appréhendé de différentes façons au fur et à mesure de mes recherches et maintenant dans Récit Biodal avec Edith. D'abord, je me suis intéressée aux controverses, tout simplement, puisque ça crée beaucoup de discussions, de débats. Et donc, je me suis d'abord intéressée aux controverses qu'il y avait autour de la présence de ces animaux, comment on habite avec ces animaux, comment on fait avec ces animaux qui posent problème à certaines activités humaines. Et puis, voilà, j'ai creusé ce premier fil pour m'apercevoir qu'au-delà des discours, il y avait aussi finalement une manière de faire qui va être différente selon les lieux. Il y a des effets de lieu selon les secteurs que j'ai étudiés dans le Vercors ou dans Beldon. Ces effets de lieu sont notamment liés à la géographie, enfin l'allure du secteur, mais aussi aux humains qui sont en présence, à leurs pratiques, à leur manière d'habiter dans ces montagnes, mais aussi aux animaux eux-mêmes et leur manière de vivre et d'habiter et de se comporter dans ces montagnes qui va être variable selon les lieux et les personnes en présence. Et puis, progressivement, je me suis intéressée. On a ouvert un peu ces questionnements avec Edith autour de, finalement, pas simplement les personnes directement concernées par ces questions, mais ça pose la question de comment on habite de manière générale, qu'on soit humain, animaux, etc. Comment on habite ces montagnes sans être forcément directement concerné par la présence de ces loups ou de ces sangliers, c'est-à-dire voilà, qu'on soit éleveur, berger, chasseur, mais aussi au-delà, qu'on soit juste habitant. Et comment on coexiste dans ces différentes manières d'habiter. Alors j'entends là que tu nous parles du début de Récit Biodal. Edith, toi, est-ce que tu peux nous raconter peut-être ce que c'est Récit Biodal ? Donc Récit Biodal, c'est un projet qu'on appelle de recherche, action, création. C'est-à-dire qu'au départ de ce projet, il y a une demande des acteurs élus locaux du territoire de Beldon par l'association Espace Beldon qui en fait souhaitait faire un état des lieux de où est-ce qu'on en est, de comment on habite avec le loup en Beldon. Alors eux, ils ne le disaient pas tout à fait comme ça, ils étaient plutôt à l'étape effectivement des problèmes que ça pose directement aux éleveurs. Et avec Coralie, qui avait déjà travaillé sur cette question, on a proposé en fait de reformuler la question sur, de manière plus générale, les effets de la présence des loups sur les pratiques d'habiter en Beldon. Cette volonté d'élargir la question, de dépasser la controverse, elle était très importante pour nous. Aussi pour moi qui n'étais pas forcément habituée à travailler sur ces controverses-là, mais plutôt sur d'autres sujets, aux manières dont on arrive à faire collectif sur des territoires, dont on arrive à imaginer ensemble la fabrique des paysages pour demain, de penser cette dimension plus large de... Voilà, c'est pas que les éleveurs face aux loups, c'est aussi les randonneurs face aux patous, c'est aussi les amateurs de gigot d'agneau face à l'évolution de l'alimentation. C'est aussi les chasseurs face à l'évolution du gibier. Enfin, c'est toutes ces personnes qu'on voulait rencontrer dans cette enquête. Et donc cette enquête, on lui a aussi ajouté finalement un volet création. On travaille avec un photographe qui s'appelle Pierre Witt, qui nous accompagne dans nos enquêtes et que nous accompagnons en retour dans ces dans ces observations, on va dire. Voilà. Mais on essaye de croiser tous ces regards-là dans le projet Récit Biodal. Le croisement de tous ces regards fait l'objet de différentes rencontres au fur et à mesure du projet, où on invite parfois des comités restreints d'habitants, parfois des publics plus larges, mais pour dire où est-ce qu'on en est de l'enquête, voir comment on ne peut pas parler de résultats, mais comment ces étapes d'enquête sont reçues, et essayer de penser aussi ensemble comment on avance dans la suite. D'où
voilà, on essaye aussi en même temps de définir c'est quoi une recherche-action et comment est-ce qu'on agit à l'échelle d'un massif face à la question du loup, puisque je crois qu'on l'a pas vraiment redit encore, donc je le redis là, la question du retour des loups, elle s'est jusqu'à maintenant, c'est-à-dire ces 20-30 dernières années, posée plutôt à l'échelle nationale, voire internationale, car le loup est protégé au niveau de la Convention de Berne. Et du coup, là, c'est de revenir à une échelle du territoire et des habitants face à ces questions. On va revenir sur la méthodologie d'enquête juste après. Perrine, est-ce que tu peux nous expliquer un peu en quoi consiste ta recherche? Parce que toi, c'est pas de la recherche-action dans le sens où t'as personne à interviewer, dans le sens où tes objets de recherche, toi, sont déjà morts depuis bien longtemps. Ils sont bien morts là, depuis bien 400 ans déjà. Est-ce que tu peux nous raconter un peu en quoi ça consiste et finalement ta méthodologie, parce que c'est une méthodologie de terrain, d'observation, mais c'est aussi une méthodologie qui fait appel à d'autres documents. Ouais, complètement. Alors oui, c'est vrai que c'est ma manière de travailler est un peu différente de celle que viennent de décrire Coralie et Edith. D'abord, c'est quand même une méthodologie de l'archive quand même, du papier, des traces écrites. Et en fait, moi, ma méthodologie, elle visait justement à sortir des simples traces écrites textuelles pour s'intéresser aux images. Parce qu'en fait, ce que j'étudie, c'est des cartes manuscrites du début du XVIIe siècle, donc, qui montrent la partie occidentale des Alpes. Donc en fait, avant que la cartographie s'épanouisse vraiment, plutôt à partir du XVIIIe siècle, et moi, ce qui m'intéressait, c'était finalement de comprendre comment étaient perçues et montrer, représenter ces régions-là, avant qu'on ait un grand essor de la cartographie imprimée. Et donc l'idée, c'est d'arriver à comprendre finalement quelle est un peu dans la même, c'est un peu les mêmes problématiques, hein, si on rejoint, c'est de comprendre comment on vit le territoire, quel est le rapport en fait de la société à ces espaces-là de montagne qui sont encore pour partie marginalisés par le pouvoir central. Et donc le Royaume de France, le Duché de Savoie, c'est aussi un espace qui est multi-étatique en fait à ce moment-là, les Alpes, comme aujourd'hui de toute façon. Et c'était intéressant d'arriver à voir comment il a été construit, dans la mesure aussi où il est encore largement fantasmé. Tout ce qui est la haute altitude, par exemple, c'est des espaces qui sont encore très peu investis, pas massivement en tout cas. Et donc moi, je voulais voir aussi un petit peu, typiquement, comment on représente des endroits qu'on ne connaît pas, est-ce qu'ils disparaissent, est-ce que ça laisse la place au fantasme, et comment on va intégrer ça en fait dans une image qui est censée être un médium en fait de compréhension d'un territoire, quoi. C'est hyper intéressant parce que ça fait écho à ce que j'ai pu entendre d'Emmanuel Salim, qui nous a fait un peu le début du tourisme glaciaire, si on met des gros guillemets, que les auditeurs et auditrices pourront entendre dans quelques semaines. Et finalement, toi, tu travailles sur de la cartographie, mais comme on parle des Alpes, ton objet de recherche, il est plutôt international. Tu es allé notamment aux archives de Turin, si je ne m'abuse. Ouais. Comment est-ce que ça se passe et à quoi ressemblent ces lieux? C'est des lieux... alors, je suis allée à Turin, mais si tu parles d'international, je suis aussi allée à Londres, parce que, aussi surprenant que ça puisse paraître, en fait, il y a beaucoup de cartes des Alpes et de France, en fait, qui se trouvent là-bas, pour la simple et bonne raison que ce sont des collections qui ont été accumulées par les pouvoirs centraux, par le pouvoir royal, en l'occurrence en Angleterre. Et donc en fait il y a beaucoup de documents iconographiques assez prestigieux en fait dans ces collections-là, comme à la BNF et donc comme à Turin aussi. Ce sont des archives d'État dans tous les cas. Comment ça se passe? Ça se passe bien. C'est à la fois assez facile et difficile en fait de les trouver, ces cartes-là. C'est facile quand elles ont été constituées en recueil en fait, et par des pouvoirs dirigeants en fait. Mais quand on veut sortir de ça, quand on veut avoir des regards des populations locales, en fait, des gens qui n'ont pas la même position sociale en fait que ces ingénieurs, ces géographes qui ont un quasi-monopole au début du XVIIe siècle pour créer les images du territoire, ça devient très très difficile. Et spoiler alerte, je n'ai pas réussi à trouver ce genre de perception du territoire à mon plus grand regret.
Mais ça fait partie d'un des résultats de la recherche, en fait, que de constater cette absence. Edith, Coralie, dans le cadre de la recherche-action, est-ce que vous êtes amenés à utiliser cette cartographie ? Alors, on n'utilise pas vraiment de la cartographie. En revanche, on a cette importance du temps long qui est arrivée dans notre méthodologie à travers la fabrication, la co-construction avec les personnes interrogées de frises chronosystémiques. Donc, on s'est embarqué dans cette aventure avec notamment Dominique Beau, qui est aussi à Pacte, et Pauline Dusseux, et Inès Créti, qui a fait un stage sur cette question-là, où il s'agissait de comprendre sur un pas de temps de 150 ans, 150. Un siècle. Un siècle, ouais. De comprendre comment les personnes interrogées voyaient quel récit ils faisaient, des trajectoires de leur territoire, selon les différentes thématiques qui nous intéressent, en l'occurrence la question du pastoralisme, la question environnementale et les relations, enfin la présence de la faune sauvage, l'alimentation, etc., la chasse, enfin bon, les différentes pratiques qu'il y a sur le territoire. Et donc, à partir de ces trajectoires, en fait, l'idée, c'est de comprendre s'il y a des bifurcations, des ruptures, des changements dans ces différentes thématiques sur le territoire, et quels sont les liens aussi qu'ils font eux-mêmes entre ces thématiques. Donc, ça nous a permis d'avoir un récit, notamment de personnes dont la présence par des générations, par plusieurs générations, ont une mémoire de ces territoires, d'avoir le récit de ces territoires. Et en fait, l'objectif est de rassembler ces récits et de les mettre en dialogue et de voir ce que ça produit en termes peut-être soit de polyphonie, soit de récits collectifs de ces territoires. Et est-ce que tu peux peut-être nous expliquer un peu, Edith, comment est-ce que vous faites pour collecter la parole ? Parce que c'est complexe d'arriver sur un territoire et de proposer aux gens de s'exprimer. Parfois, il peut y avoir aussi des tensions entre les habitants, entre les personnes qui représentent l'État. Moi, j'ai entendu beaucoup de grognes aussi sur le plan loup et des gens qui venaient expliquer le plan loup, qui étaient un peu assénés comme ça. De ce que j'ai entendu, hein, c'était aussi une parole de dire voilà, oui, il y a le plan loup, c'est bon, ça devrait suffire. Et finalement, non, faut aller jusqu'au bout. Donc, comment est-ce que vous faites pour récolter cette parole ? Parce que finalement, vous n'êtes pas psychologue, quoi. Mais il y a des fois où j'ai l'impression qu'il faut aussi l'être en tant que chercheur. C'est une question à 150 questions. Je pense que peut-être aussi pour faire le lien avec la question précédente, la difficulté en Beldon d'utiliser une carte, c'est que justement dans les représentations du territoire, on peut percevoir des sortes de décalage entre le massif et puis en fait les pratiques des habitants, leur vécu quotidien qui se joue plutôt entre une échelle à 1000 mètres d'altitude et la vallée. C'est-à-dire que les hautes altitudes n'existent pas forcément dans les représentations. Et du coup, la carte de Beldon, alors déjà sur les cartes IGN, il y en a au moins 2 ou 3, je ne sais plus, 2 c'est sûr. Et donc c'est pas forcément un outil qu'on mobilise justement parce qu'il c'est pas celui qui va être le plus aidant pour récolter des paroles sur le territoire de Beldon, je pense. Donc nous, notre démarche, ça a été même si, comme on l'a expliqué tout à l'heure, le but c'est de donner la parole à tout le monde, on s'est dit qu'il était quand même important de repartir de ceux qui étaient directement confrontés à la problématique de la présence des loups. Parce que c'est effectivement des gens qui ont besoin d'être écoutés. Même si on n'est pas du tout dans un rôle de psychologue, on est quand même dans un rôle de transmettre un vécu, de raconter un vécu, de partager, trouver des manières de partager ces histoires qui restent méconnues en fait, malgré la médiatisation autour des questions du loup. Et surtout, elles restent méconnues, je pense,
dans leur complexité. On a tendance à simplifier les comportements. On a malheureusement en face aussi des gens qui pensent que de manière très simple, ils peuvent expliquer à un berger comment est-ce qu'il devrait travailler. Et du coup, notre rôle, donc au-delà du psychologue, c'est de montrer cette complexité. Et donc, ça passe effectivement par des entretiens qui sont assez longs. Ça passe aussi par des entretiens qui se font plusieurs fois, c'est-à-dire on va d'abord avoir un premier rendez-vous qu'on pourrait qualifier de formel, voilà, avec des outils comme la frise chronosystémique dont on a parlé, et ou éventuellement une carte ou des objets intermédiaires, voilà, pour en fait entrer aussi en relation de confiance avec l'enquêté. Et une fois cet entretien formel passé, qui permet aussi de connaître les trajectoires de vie, etc., on essaye d'organiser des temps où on accompagne ces personnes dans leurs activités. Donc, on a par exemple été comme ça en alpage ou à la ferme ou dans des refuges en Beldon, y compris dans la cuisine, y compris à la plonge, pour en fait simplement être avec. Et ce être avec, c'est une autre forme d'écoute encore que celle du psychologue. C'est partager une expérience en fait. Et puis le troisième temps qu'on propose, en fait, c'est aussi des temps plus collectifs où là, on va essayer de faire se rencontrer les personnes pour qu'elles aussi, elles apprennent à s'écouter entre elles, même si au départ, c'est pas gagné. Coralie, il y a aussi une phase de télédétection pour la carto. Oui, en fait, un travail parallèle a été mené sur l'étude de l'évolution des paysages, voilà, par photo aérienne. Et donc, dans cette frise, il y avait une analyse paysagère qui mettait en évidence les évolutions, notamment du couvercle végétal, mais de manière un peu plus fine que fermeture-ouverture, et aussi un des objets intermédiaires qui permet finalement d'avoir aussi un récit sur cette évolution du paysage, en plus d'avoir une quantification. Mais voilà, ça permet à la fois de quantifier et de comprendre quelles sont les trajectoires de certaines parcelles et de faire apparaître aussi des évolutions qui sont contre-intuitives. Si je me souviens bien, des prairies qui sont devenues des cultures ou des éléments comme ça qui sont moins connus que l'ouverture-fermeture, quoi. Et puis, ça a suscité des réactions et systématiquement, enfin pas systématiquement, mais il y a eu des envies de partager des photos, les personnes interrogées. Ah oui, mais moi j'ai une photo de l'avant-après, je vais vous montrer, etc. Donc voilà, ça fait partie de tous ces objets intermédiaires. Est-ce que vous voulez nous partager une expérience que vous avez vécue? Tu parlais de l'étape 3 où en fait vous êtes allé rencontrer des gens sur le terrain. Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a un truc, je sais pas, un paysage, un moment partagé avec quelqu'un où vous vous êtes dit ah trop bien? Oui, alors moi je peux raconter un moment où nous sommes allés dans une bergerie qui fait aussi refuge en Beldon. Et où le berger nous a proposé de l'accompagner pour aller chercher les moutons pour les ramener le soir au parc de nuit. C'est une des conséquences de la présence des loups, c'est souvent, pas tous, mais beaucoup de bergers du coup parquent leurs brebis la nuit dans des clôtures électriques avec des patous. Et donc il faut aller les chercher dans la montagne pour les ramener à leur camp de base de nuit. Et donc, on l'avait fait avec d'autres bergers à d'autres endroits, mais les brebis n'étaient pas très loin, ça n'avait pas pris beaucoup de temps. Et lui, il nous a emmenés en fait, dans une marche qui a duré 2h30, je crois. Bon, clairement, il est beaucoup plus sportif que nous. Inès, qui nous avait rejoint ce jour-là, elle venait d'arriver au refuge quand on est parti pour faire ce tour-là. Donc, voilà, faut être aussi très sportif en fait quand on travaille, quand on est chercheur en montagne, ça compte.
Et puis, voilà, c'était très étonnant comme marche parce qu'on pouvait voir le travail des chiens. Donc, il y a les chiens qui sont avec les brebis dans le troupeau, donc ceux qu'on appelle les patous. Mais il y a aussi les chiens qu'on appelle de conduite qui, eux, travaillent avec le berger à ce regroupement des brebis. Et dans ce cas-là, ils étaient 4. Et le berger avait un sifflet qui permettait d'émettre des sons différents pour s'adresser de manière distincte à chaque chien. Donc c'était très impressionnant d'un point de vue du travail avec les animaux. Et puis aussi, ce qui est intéressant, c'est voilà, les brebis, elles ne suivent pas un chemin. Elles se glissent dans la pente de manière assez sportive, là aussi. Et donc, voilà, on était tout ce groupe à cheminer le long de la montagne comme ça, puisque au fil de l'été, donc le berger fait évoluer les déplacements, les positions de broutage, de pâturage. De pâturage, pardon. Donc, il fait déplacer les brebis comme ça. Donc là, on était en fait, elles étaient situées pas très loin du refuge, mais il fallait contourner une falaise, une rivière, et puis avant de pouvoir revenir au camp de base. Et au passage, tout le long, donc quand on attendait les brebis, parce que le troupeau avance doucement, elles continuent de manger en marchant. Et puis, il y a tout le travail des chiens. Et au passage, il nous racontait d'autres choses de son vécu. Enfin, l'enquête continue à ce moment-là. C'est pas une enquête où on peut bien enregistrer comme il faut, poser ses questions bien dans l'ordre. Pas du tout. C'est toujours le moment où on se dit, mon Dieu, comment je vais retenir tout ce qu'il nous raconte d'intéressant. Mais c'est super mémoire, quoi. Ouais. Mais c'était un moment très fort. Voilà, c'est la fin de la journée. Il faisait un temps, par chance, magnifique, coucher du soleil. Ouais, j'en garde vraiment quelque chose de très riche en termes de... je disais tout à l'heure, c'est partager une expérience avec eux. Je pense que ce jour-là, voilà, on a vraiment partagé quelque chose avec lui et je me suis dit qu'on avait créé quelque chose aussi. Perrine, toi, comme je disais tout à l'heure, c'est des archives qui sont plutôt ton terrain de jeu, ton terrain de recherche. Est-ce que tu as des cartes, j'imagine, qui ont des aspects hyper différents et peut-être que tu as des cartes qui ont des illustrations absolument incroyables. Peut-être que tu en retiens une. Enfin, je me rappelle de cette exposition au musée de l'Ancien Évêché. Mhm. Il y avait des cartes avec des couleurs vertes incroyables, des détails d'illustration. Est-ce que peut-être que tu t'es fait un portfolio Je suis pas moi-même fan, collectionneuse de cartes, vraiment. Les gens sont toujours surpris, ils croient que je fais moi-même ma collection parallèle et en fait pas du tout, quoi. J'ai pas de passion pour ces objets, je les étudie déjà beaucoup trop. Très bien, oui, tu t'évoques cette expo et c'est vrai que les cartes, donc juste pour resituer un petit peu dans le contexte, c'est une exposition qui avait été présentée à partir de l'automne 2017 au musée de l'Ancien Évêché à Grenoble, donc. Et qui visait à présenter en fait l'ensemble de l'œuvre cartographique d'un ingénieur géographe qui s'appelle donc Jean Debin. C'est à partir duquel j'ai commencé à faire ma recherche et qui en fait cartographiait ce qui correspond à l'ancienne province du Dauphiné, donc c'est-à-dire Isère, Hautes-Alpes et Drôme globalement. Et en fait, oui, c'est des cartes dans lesquelles il y a beaucoup de détails. Et alors si je dois donner un exemple. Et pour faire du coup le lien avec ce qui vient d'être présenté juste avant, c'est justement des activités humaines en fait, d'usage du territoire qui sont assez rares, je dois dire, sur ces documents-là, et où je pense notamment à une scène justement de pâturage sur un alpage près de Die, là, sur le plateau de Glandage, qui est vraiment à l'extrême sud du Vercors. Et j'avais trouvé vraiment ça fascinant, quoi. Et je me dis, bon, j'ai réfléchi beaucoup au pourquoi cette figuration, alors que voilà, le travail de cartographie vise plutôt à répertorier les lieux, à montrer vraiment les pôles de lieux de vie, etc. Et assez peu les activités concrètes en fait d'usage du territoire. Et du coup, voilà, c'était assez... J'avoue que j'ai été assez émue, en fait. La première fois où j'étais en train de zoomer dans ma carte et que je suis tombée sur ça, je me dis, waouh, c'est génial, en fait, il y a un peu de vie dans ces dessins qui sont par ailleurs esthétiquement assez beaux. Hein.
Mais il y avait autre chose, et de mettre un peu de vie et de dynamisme en fait dans ces dessins par définition plats, c'était vraiment très chouette. Pour finir un peu et se poser la question de la recherche quand on est une femme, est-ce que tu peux nous dire, Perrine, ce qui toi te plaît dans la recherche et finalement quelle a été ta ou tes difficultés? Waouh. Ok. Et comme d'habitude, il faut être synthétique. Ouais, bah bien sûr, évidemment. Ok. Moi, je vais parler pour la recherche en histoire en particulier, parce que moi, j'ai toujours travaillé en recherche que dans cette discipline, même s'il y a d'autres choses qui m'intéresseraient. Mais je crois que ce qui m'intéresse et que je trouve vraiment assez exaltant, c'est de comprendre des alternatives en fait, de fonctionnement de la société. Je me dis que, en fait, par définition, quand on est coincé dans une époque, quoi, on vit à un moment donné, et de pouvoir faire de la recherche en histoire, ça ouvre un tas de champs des possibles que je trouve assez fascinant, quoi. Et je trouve que c'est vraiment un super outil pour lutter contre la fatalité. Et je crois en ça, on n'est encore pas prêt d'avoir épuisé tout le travail qu'on peut faire en recherche à ce niveau-là. Et ce que j'ai pu trouver difficile, en particulier en étant une femme ou de manière générale? En particulier en étant une femme. Ok, deux choses alors. Je pense que la première, c'est déjà d'avoir été confrontée à une sorte de déception, parce que comme je le disais au début de la discussion, en fait, j'ai été vraiment extrêmement déçue de ne trouver de comprendre que ces cartes-là, les objets que j'étudie, circulent dans des milieux éminemment masculins, qui sont produits par des hommes, pour des hommes, et dans des milieux scientifiques, politiques, qui sont surinvestis par les hommes, quoi. Et du coup, j'ai toujours cette question parallèle de me dire, ok, à quoi ressemblerait un territoire, en cas des cartes qui montrera un territoire par des plumes féminines, en fait. Et puis l'autre difficulté, je trouve, c'est ça, quoi. C'est aussi d'être globalement en tant que chercheuse, et en particulier sur ces questions-là, d'être assez peu de femmes finalement qui travaillent sur ces sujets. La cartographie, ça a été quelque chose qui a été vraiment très investi aussi par les hommes. Et moi, j'ai rencontré assez peu de collègues finalement femmes qui avaient une approche qui était à peu près la même que la mienne en fait, et qui sortaient d'une démarche purement historienne des sciences, parce que la cartographie a beaucoup été appréhendée comme ça. Et moi, c'est un peu d'une autre manière que j'avais envie d'interroger ces documents-là. Et voilà, donc je lance un appel à qui veut bien s'intéresser à ça avec moi. Ouais, non, complètement. Et quelle est la manière dont tu aimerais interroger ces cartes, finalement? C'est ce que je fais un petit peu déjà, c'est-à-dire que c'est vraiment ce côté vraiment d'interroger les subjectivités au territoire, en fait, et pas de les prendre comme des purs objets scientifiques et qui vont permettre de comprendre comment le savoir a progressé, mais bien de comprendre qu'est-ce que ça veut dire de comment on vit sur un espace, et donc d'intégrer une dimension plus sensible aussi, qui a été pour le coup plus travaillée, je pense, par les géographes qu'en histoire. Et du coup, je pense notamment au travail d'une géographe, là, Élise Olmedo, qui a travaillé autour de ce concept de cartographie sensible, et qui a été vraiment, pour moi, hyper puissant dans la manière de repenser mon sujet d'une manière qui m'a beaucoup plus stimulée, en fait, que ce que j'avais commencé à faire. Trop cool. Coralie, Edith, les difficultés, les difficultés que vous avez pu vous éprouver dans la recherche en tant que femme. Moi, je trouve que dans notre méthodologie sur le projet Récit Biodal, mais même sur d'autres projets que j'ai faits, je trouve que c'est plutôt un avantage d'être une femme, c'est-à-dire sur le terrain, dans l'enquête. Moi, quand j'ai commencé en tant qu'étudiante, je me disais, une fille jeune qui va chez des agriculteurs, ils vont me prendre pour une moins que rien, ou pour voilà. Et en fait, non. En fait, au contraire, je trouve qu'on est souvent très bien reçus. Il y a je trouve la relation d'accueil, de confiance, d'écoute,
l'entretien, c'est beaucoup être dans l'empathie. Et moi, je suis très à l'aise avec le fait d'être une femme pour ça. En fait, j'ai l'impression que ça m'aide dans les relations. Voilà. Je trouve que les difficultés en tant que femme chercheur, elles vont plus être dans l'institution. C'est triste à dire. Moi, je connais pas les chiffres, hein, mais le nombre de, de hauts gradés, de personnes à responsabilité reste très masculin. Même si, voilà, dans des laboratoires comme Pacte, on est très féminisé, mais c'est plus voilà, dans l'institution, la prise de parole face aux collègues que c'est difficile. Moi, peut-être pour compléter ce qui est, je sais pas si c'est lié au, enfin non, c'est pas forcément lié. Alors, il faut dire que quand même que dans Récit Biodel, on est une équipe très féminine côté recherche. Du coup, on a aussi cette possibilité de non pas de choisir de travailler avec des femmes, mais en tout cas, on a une équipe qui fait on s'est choisi et on a la chance de pouvoir travailler entre personnes qui se font confiance et voilà. Donc ça, c'est vraiment quelque chose. Je pense pas que ce soit lié à le fait d'être une femme ou non, mais en tout cas qui est important. Qui n'est pas lié non plus au fait d'être une femme. Désolée. Mais dans Récit Biodal, il y a une forme de difficulté, mais aussi c'est ce qui est tout l'attrait aussi de ce projet, c'est dans la recherche-action. Finalement, la recherche-action, c'est un cran après l'interdisciplinarité. L'interdisciplinarité, ça demande un temps d'accoutumance voilà, entre disciplines. Mais là, ça demande d'aller, de travailler avec des acteurs qui n'ont pas les mêmes temporalités, pas les mêmes questions, pas les mêmes, forcément les mêmes enjeux. Et du coup, c'est à la fois une difficulté et tout ce qui en fait l'intérêt. De travailler comme on le fait là en ce qui nous concerne. Il y a Espace Beldon, la Fédération des alpages de l'Isère, la Société d'économie alpestre de Savoie. Donc voilà, c'est tout l'intérêt de travailler avec ces personnes-là. Et c'est un sacré enjeu aussi d'avoir autant de personnes autour de la table. Oui. C'est... Mais c'est voilà, s'il faut officiellement, ça fait depuis 2020 qu'on y est, mais en fait, ça fait depuis 2019 que on travaille, qu'on se retrouve dans des comités techniques, qu'on discute et du coup, qu'on se fait une culture commune en fait. Et ça, c'est très long. Et c'est voilà, c'est une chance de pouvoir avoir ce temps long. De prendre ce temps long. Et je sais que tu attends cette question avec impatience, Coralie. Qu'est-ce qui te plaît dans la recherche ? Ce qui me plaît, ça va pas être, je sais pas si ça va être super original, mais c'est c'est d'explorer là pour le coup, enfin d'autres manières, toutes les différentes manières de vivre ces milieux et notamment ces milieux montagnards, ces différentes manières d'habiter et d'explorer toute cette complexité. Au-delà de ce qui est appréhendable dans les médias de manière assez classique, et d'arriver à ce qui est vraiment super, ce qui est passionnant, c'est ensuite d'arriver à faire diffuser cette complexité et à faire évoluer les manières de penser des uns et des autres, en tout cas de penser l'autre, l'altérité. Et ça, c'est vraiment, c'est assez passionnant. Et toi, Edith ? Oui, je pense que cette idée de dépasser les idées reçues, aller vers la complexité, je pense que c'est vraiment ça la richesse de la recherche en sciences humaines et sociales. D'abord, il y a un temps voilà, pour nous de compréhension de cette complexité et effectivement ensuite un temps de mise en partage. C'est des temps distincts. Et sinon, oui, moi, ce qui me plaît aussi dans cette recherche, c'est d'aller à la rencontre en fait des personnes, des manières d'habiter, voilà, j'évoquais tout à l'heure ce coucher de soleil à l'alpage. Voilà, c'est des moments d'exception en fait, et c'est ça qui est pour moi le plus beau et le plus intéressant. Il
Malheureusement pas la, la majorité du temps. On est plutôt derrière l'ordinateur, mais voilà, c'est cette rencontre. Ouais. Eh ben, merci beaucoup, Perrine, Edith et Coralie, d'avoir été avec nous, avec moi, aujourd'hui. Je suis pas encore plusieurs, des fois un peu dans ma tête, mais avec moi aujourd'hui pour ce deuxième épisode du camp de base, qui voulait évoquer la recherche fabriquée par des femmes pour cette journée internationale des femmes et des filles en sciences. Je vous propose qu'on se laisse avec la musique Frisbee Cosmique. Et toi, cher auditeur, chère auditrice qui nous a écouté, je te propose de retrouver le 3e épisode autour des compagnons de cordée lundi. Un hors-série qui va te proposer de partir avec des étudiants en master CST dans Dévoluy. Et vendredi, tu pourras découvrir le pro-rider Jérémy Prévost à Méribel. Je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée et à très vite dans le camp de base.